Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour l'intégrale de Lebesgue. On a déjà fait des chapitres sur la mesure, les espaces mesurables, les espaces mesurés, les fonctions mesurables, l'intégrale d'une fonction mesurable positive. On a vu aussi les mesures produits. Et donc là, on va définir l'intégrale de Lebesgue. E B mu est un espace mesuré. On va montrer qu'il existe une unique forme linéaire psi sur L1. Alors L1, l'ensemble des fonctions intégrables, tel que, vérifiant, quel que soit f intégrable positive, psi de f est égal à l'intégrale de f de. Démonstration d'abord de l'unicité, f appartient à L1, f peut s'écrire f plus moins f moins, ou f plus égale sub de f0, f moins moins f de f0, on sait que ce sont des fonctions mesurables positives, et comme psi est linéaire, si psi existe, psi de f est égal à psi de f plus moins psi de f moins, donc ça ne va, puisque f plus est mesurable positive, ça c'est égal à ça c'est égal à ça. Et donc on voit que psi de f est forcément égal à ça, ce qui donne bien que il y a unicité de psi. Alors il faut montrer maintenant que psi défini comme ça est bien linéaire. Défini comme ça pour tout f appartenant à L1. Donc, je prends fg appartenant à L1, j'écris f plus g, j'écris f plus moins f moins, g pareil, et comme les deux sont égaux, je vais avoir cette égalité, donc celle-là. Et là-dedans, j'ai que des fonctions mesurables positives, donc intégrables positives, pardon, parce que f et g sont intégrables, f plus g est intégrable. Ça c'est positif, ça c'est positif, tout est positif et intégrable. Et donc je peux appliquer l'intégrale puisque l'intégrale est linéaire dans L1. D'accord, quand on l'applique donc à des fonctions positives, mesurables positives. Et donc j'obtiens ça. Et en faisant passer à gauche et à droite, j'obtiens que ça est égal à ça. Et là je reconnais psi de f plus g, là c'est psi de f plus psi de g. Donc j'ai bien psi de f plus g est égal à psi de f plus psi de g. Maintenant, il faut démontrer que psi de lambda f égale lambda psi de f. Eh bien, je prends lambda d'abord positif. Lambda f plus est égal à lambda f plus. Et lambda f moins est égal à lambda f moins. Ça, c'est évident, je ne démontre pas. Donc, psi de lambda f qui est égal à lambda f à intégrale de lambda f plus moins intégrale de lambda f moins va être égal à lambda intégrale de f plus. Oui, parce que ça, si j'avais le droit de le remplacer quand même, ça fait somme de lambda f plus moins somme de lambda f moins. Voilà. Donc ensuite je sors les lambda. C'est facteur de l'intégrale de f plus moins celle de f moins, donc ça fait lambda psi de f. Maintenant c'est un peu plus délicat si lambda est négatif. Je prends x appartenant à R. Dire que lambda x est positif, ça équivaut à dire que x est inférieur ou égal à 0. Donc lambda x plus, qui est le sub de lambda x est 0, va être égal à lambda x si x négatif, 0 si x est positif. Et x moins qui est égal à moins f de x0 va être égal à moins x si x négatif, 0 si x positif. Et donc je vois que lambda x plus est égal à moins lambda x moins. Lambda x moins, lui, qui est égal à moins 1 de lambda x0, va être égal à 0 si x est négatif et moins lambda x si x positif. J'évite parce que c'est évident, Et x plus est égal à x si x positif, 0 si x négatif. Donc moins lambda x plus va être égal à moins lambda x si x positif et 0 si x négatif. Et donc je vois que lambda x moins, qui est là, va être égal à moins lambda x plus. Donc lambda f plus va donc être égal à moins lambda f moins. Lambda f moins va être égal à moins lambda f plus. Et donc l'intégrale de lambda f plus, ça va nous faire moins lambda intégrale de f moins, et lambda intégrale de lambda f moins, ça va nous faire moins lambda intégrale de f plus. Donc psi de lambda f, qui est égal à ça moins ça, va être égal à ça moins ça. Donc va être égal à ça moins ça, c'est-à-dire à lambda intégrale de f plus moins lambda intégrale de f moins, donc lambda intégrale de f plus moins f moins, donc lambda psi de f. Et donc j'ai toujours psi de lambda f qui est égal à lambda psi de f. Enfin, il faut quand même le vérifier que psi se confond avec ça quand f est positif. Donc je prends f intégrale positif. À ce moment-là, f plus est égal à f et f moins est égal à 0. Donc j'ai bien psi de f qui est égal
à l'intégrale de f des mu moins l'intégrale de 0, mais ça fait 0, donc ça nous fait somme de f des mu, donc ça nous donne bien le résultat, psi de f est égal à l'intégrale de f, quand f est positif appartenant à L1. D'où le résultat. Donc définition, on appellera intégrale d'une fonction intégrable, des fonctions intégrables, c'est des fonctions qui appartiennent à L1, et bien le réel intégrale de f plus moins intégrale de f moins, et on le note intégrale de f des mu. Intégrale sur une partie mesurable, on a e b mu mesuré, a appartenant à l'attribut b, f une fonction de e vers r bar plus. Si f fois 1a, donc ça c'est la fonction caractéristique de a est mesurable, alors la restriction de f à a est mesurable dans ABA, et son intégrale est égale à l'intégrale de f fois 1a dans e. En particulier, si f est mesurable, alors on a ces deux choses-là. Démonstration, on prend a appartenant à R et on considère cet ensemble qui est l'ensemble des x tel que f de x inférieur à a, que je peux écrire f de x fois 1 inférieur à a, et donc ça fait a intersection l'ensemble des x tel que f de fois 1 a de x est inférieur à a. Là, les x, ils appartiennent à e. Donc, comme f fois 1a était supposé mesurable, cet ensemble-là appartient à b. Et donc, ça va appartenir à B parce que A aussi appartient à B, donc à intersection de deux éléments de B. Donc, comme c'est vrai, quel que soit A appartenant à R, on en déduit que la restriction FA est mesurable. De plus, si F est mesurable lui-même, comme A appartient à B, 1A est mesurable, donc le produit de fonctions mesurables est mesurable, donc on se retrouve dans ce cas-là, et donc on a bien ça. Maintenant, il faut démontrer ça. Donc, on suppose, si FA, d'abord, on remarque, dire que la restriction à A est nulle, c'est dire que f de x égale 0, quel que soit x appartient à A, ça revient à dire que f fois 1A de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à E, puisque si x n'appartient pas à A, on a tout de suite ça qui est nul. Donc, ça équivaut à dire que f fois 1A est égal à 0. Donc, si f, la restriction de f à a est égale à 0, eh bien on aura aussi ça qui sera égal à 0, et donc les deux intégrales seront égales à 0, donc elles seront égales, et donc on aura bien l'égalité 1. Voilà. Maintenant, supposons que la restriction ne soit pas nulle, donc étape 1, eh bien, si f fois 1a est étagée et qu'elle n'est pas nulle, on peut l'écrire comme ça, avec des AK qui sont supérieurs à 0, dans une représentation disjointe. Et on remarque que si x appartient à dk, f fois 1a de x est égal à AK est strictement positif. Donc x appartient à A, parce que si x n'appartenait pas à A, 1a de x serait nul, et donc f fois 1a de x serait nul aussi. Donc on voit que bk est inclus dans A, donc bk va appartenir à BA, puisque A appartient à B. Et f de x est égal à AK, quel que soit x appartenant à BK. Donc, quel que soit x appartenant à A, on va avoir f de x égale f fois 1a de x, qui sera égal à ça. Et donc, on en déduit que la restriction de f à A est étagée, et donc appartient à ça. Et donc, son intégrale va être égale à la somme des AK mu A BK, mais mu A BK c'est mu BK, donc ça va être égal à l'intégrale de f fois 1a des mu. Et donc on a ce résultat-là dans le cas où f fois 1a est étagé. Maintenant, si f fois 1a est mesurable positif, c'est la limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives, parce que f est positif, donc quel que soit x appartenant à e, f de x fois 1a de x est égal à la limite des fn de x quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire de fn de x fois 1a de x. Donc, si je multiplie par 1a, donc ça veut dire que f de x multiplié par 1a de x, est égal à la limite de fn de x fois 1a de x. D'accord? Et fn de x fois 1a de x, comme fn est étagé, fn fois 1a va être étagé aussi. Voilà, étagé positif, produit de fonctions étagées. Donc f fois 1a
va être limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives qui sont les fn fois 1a. Et donc l'intégrale de f fois 1a d mu, alors l'intégrale de f fois 1a d mu, eh bien ça va être la limite donc des intégrales des fn fois 1a d mu, hein. Et donc, ça va être la limite de l'intégrale de la restriction de fn à a d mu a, d'après l'étape 1, puisque d'après l'étape 1, ça est égal à ça, d'accord, pour une fonction étagée. Mais f fois 1a, c'est la limite des fn. Donc, quel que soit x appartenant à a, ça veut dire que fn de x tend vers f de x. Donc, je vois que la restriction de fn à a converge simplement vers la restriction de f à a. D'accord? Et d'après l'étape 1, en plus, les restrictions des FNA sont étagées, supérieures ou égales à 0, et la suite est croissante. Donc, l'intégrale de la restriction de f à a, donc l'intégrale sur a, va être égale à la limite donc, des intégrales des restrictions de FNA. Mais, comme ça, c'est égal à ça, je vais donc trouver ça. Et donc, ça me donne le résultat, ça me donne ce résultat. D'accord? Alors évidemment, si f est mesurable, on se retrouve dans ce cas-là, et on a aussi ce résultat. Soit E b mu un espace mesuré, A appartenant à l'attribut B, f une fonction de vers R. Si f multiplié par 1A est mesurable, alors la restriction de f à a appartient à L1, c'est-à-dire est intégrable si et seulement si f fois 1a est intégrable aussi. Sauf que là, le domaine c'est celui-là, a, b, a, mu, a, et là c'est e, b, mu. Et alors, les intégrales sont égales. En particulier, on a ça si f est mesurable. Démonstration. F fois 1a donc est mesurable, donc la valeur absolue est mesurable aussi. La valeur absolue, c'est la valeur absolue de f fois 1a, puisque 1a est positif, et donc mesurable. F fois 1a est mesurable, donc on sait que f, la restriction de f à a est mesurable dans cet ensemble, et donc sa valeur absolue aussi. Et là aussi, c'est évident que la restriction de la valeur absolue de f à a, c'est égal à la valeur absolue de la restriction de fa. De plus, somme sur e de f fois 1a d mu, bien ça va être égal forcément à ça, et ça va être égal à ça, et donc à ça. Voilà. Alors, f fois 1a, ça va appartenir à L1 de E b mu si et seulement si l'intégrale ici est inférieure à plus l'infini. Ce qui équivaut à dire du coup que cette intégrale est inférieure à plus l'infini, c'est-à-dire que fa appartient à L1 de a, ba, mu a. Voilà. Et donc on a démontré ça. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est démontrer ça. Oui, parce que là, on a procédé par équivalence, hein, partout. Donc, j'ai bien... oui, c'est là que j'ai procédé par équivalence. Voilà. De plus, f est égal à f plus moins f moins. Donc, si x appartient à a, fax plus, c'est sub de fa de x est 0, c'est sub de f de x est 0, c'est égal à f plus de x. Ok? Et f plus de x, on est x appartenant à a, bah c'est f plus, la restriction de f plus à a en x. Donc ça c'est vrai, quel que soit x appartient à a. D'accord? Donc ça veut dire que fa plus, d'accord, va être égal à f plus en a. La restriction de f plus en a. De même, on a ça. Alors, f fois 1a x, c'est f de x si x appartient à a, 0 si x n'appartient pas à a. Donc, le sub de f fois 1a x, 0,
est égal à sub de f de x égale 0, c'est-à-dire f plus de x si x appartient à A, et sinon ça fait 0 si x n'appartient pas à A. D'où j'en déduis que f fois 1A plus 1 va être égal à f plus fois 1A, parce que évidemment si x n'appartient pas à A, ici ça fait 0 et ici aussi. De même, on a ça. F fois 1A, je peux l'écrire f plus fois 1A moins f moins fois 1A. C'est-à-dire f fois 1A plus moins f fois 1A moins. Donc, l'intégrale de f fois 1A des mu sur E va être égale à ça moins ça. Mais ça, c'est égal à ça, qui est mesurable. Donc, f plus fois 1A des mu sur E, l'intégrale, est égale à l'intégrale sur A de la restriction de f plus à A des mu A. C'est-à-dire l'intégrale sur A de FA plus des mu A. Et de même, l'intégrale sur E de f moins multiplié par 1A des mu va être égale à l'intégrale sur A de FA moins des mu A. Et donc ça va s'écrire comme ça. D'accord? Le E ici, c'est ici, on est d'accord. Hein? Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement intégrale sur A de FA plus moins FA moins des mu A. C'est-à-dire de FA des mu A. C'est l'intégrale de FA des mu A. D'accord? Et donc, ça est égal à ça. Et donc, j'obtiens le résultat. Alors évidemment, si f est mesurable, on sait que f fois A est mesurable aussi. Et donc, puisqu'il est mesurable, on a bien cette équivalence. E des mu mesuré, A appartenant à B, eh bien, si f fois 1A, pardon, si f fois 1A est mesurable, c'est-à-dire notamment si f est mesurable, eh bien, on va poser intégrale sur A de f des mu, on le notera comme ça, c'est une notation. En fait, ça voudra dire ça. D'accord? Ça sera intégrale sur A de la restriction de f à A des mu A. Et on a vu que ça, c'est égal à l'intégrale sur E de f fois A des mu. Mais la condition, c'est que on ait ça. D'accord? Ce qui est obtenu notamment si on a ça. EBMU est un espace mesuré, FG sont intégrables. Alors on a trois choses. Première chose, si f de x est inférieur ou égal à g de x presque partout, alors l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. Deuxième chose, si f de x égale g de x presque partout, l'intégrale de f est égale à l'intégrale de g. Troisième chose, valeur absolue de f des mu est inférieure ou égale à... Non, valeur absolue de l'intégrale de f de mu est inférieure ou égale à l'intégrale de valeur absolue de f des mu, qui elle, évidemment, est égale à n1 de f. Démonstration. Supposons donc que g de x moins f de x est supérieur ou égal à 0, hein, c'est ce que ça veut dire, presque partout. Bien, on sait que g moins f moins de x est égal à ça. Or, si g moins f de x est égal à 0, bah, le plus petit de ces deux-là, c'est 0. D'accord? Donc ça sera différent de 0 que si ça, c'est différent de 0. Mais ça, c'est différent de 0 quand x est à l'intérieur d'une partie qui est inclus dans une partie négligeable. Et donc à ce moment-là, ça serait différent de 0. L'ensemble des x pour lesquels ça c'est différent de 0 sera inclus dans une partie négligeable. Autrement dit, ça veut dire que ça, c'est égal à 0 presque partout. Donc son intégrale est égale à 0 parce que g moins f moins est une fonction positive. Donc l'intégrale de g moins f qui est égale à ça, ça vaut 0, donc ça sera égal à ça. Et ça, c'est positif parce que g moins f, c'est positif. Tout le résultat. Et f de x est égal à g de x presque partout. L'ensemble des f supérieurs à g va être inclus évidemment là-dedans. Donc inclus dans une partie négligeable. Donc on a ça presque partout. D'accord? Donc on a ça. Et de même, on a g de x inférieur ou égal, en renversant les deux, à ça. Donc, donc on aura l'égalité. Petit 3, il suffit d'écrire que f est entre ça et ça, et passer à l'intégrale. D'accord? Et donc, on voit que
la valeur absolue de l'intégrale de f va être inférieure ou égale à l'intégrale de valeur absolue de f. Définition. Soit phi l'application de L1 vers R qui à f fait correspondre l'intégrale. Et f0 appartenant à L1, epsilon positif. Si f appartient à L1 et que N1 de f moins f0 est inférieur à epsilon, alors phi de f moins phi de 0, c'est égal à ça. Donc c'est égal à ça. Et ça, on a vu que c'était inférieur ou égal à ça. Et c'est égal à ça. Et c'est inférieur à epsilon. D'accord? Donc, eh bien, évidemment, ça nous rappelle des notions de continuité. Sauf que là, on n'a pas une norme, on a une semi-norme. Mais c'est pas grave, on va dire quand même que phi est continu en F0, quel que soit F0 appartenant à L1. Et donc, phi est continu sur L1. Convergence en moyenne d'ordre P pour P réel supérieur ou égal à 1, soit E bénu un espace mesuré, Fn une suite de LP, on dit que la suite Fn converge en moyenne d'ordre P vers F, si la limite de NP de Fn moins F est égale à 0 quand n tend vers plus infini. Dans le cas de P égale 2, on parle de convergence en moyenne quadratique, et dans le cas de P égale 1, de convergence en moyenne. Alors, la limite de l'intégrale de valeur absolue de f à la puissance p des mu est égale à l'intégrale de f à la puissance p des mu, quand n tend vers plus infini. Et si p égale 1, la limite de ça est égale à ça. Démonstration, eh bien, np de fn, je peux dire que c'est np de fn moins f plus f, et j'applique l'inégalité triangulaire. Et np de f, c'est égal à np de f moins fn plus fn, et j'applique l'inégalité triangulaire. Et de ces deux inégalités, je tire que np de fn moins np de f est compris entre ça et ça. Et donc, comme celui-là est tend vers 0, puisque j'ai supposé que fn convergeait en moyenne d'ordre p vers f, donc ça tend vers 0, et donc ça tend vers 0, donc ça tend vers 0, et donc np de fn tend vers np de f. Et donc, j'obtiens, en mettant ça à la puissance p, eh bien, j'obtiens ce résultat. Petit 2, dans le cas p égale 1, donc je suppose que n1 de fn moins f tend vers 0, et bien dans ce cas-là, valeur absolue de somme de fn moins somme de f, qui est valeur absolue de somme de fn moins f, va être inférieure ou égale à somme de valeur absolue de fn moins f, voilà, c'est ça, des mu, et ça fait n1 de fn moins f qui tend vers 0. Donc ça tend vers 0, donc la limite de somme de fn des mu est égale à somme de f des mu. Et donc, on a bien ce résultat. On voit maintenant le théorème fondamental, donc très important pour la suite des opérations. L'espace mesuré, P supérieur ou égal à 1, un réel. Fn est une suite de LP, et on dit que la suite Fn est de Cauchy, donc là je donne sa définition parce que la définition d'être une suite de Cauchy, parce que l'espace n'est que semi-normé, c'est pas une norme. Donc alors c'est la même définition, c'est quel que soit epsilon positif, bien, pour np supérieur ou égal à un certain rang, on a ça. Alors, on peut extraire une sous-suite fnk qui converge presque partout dans la fonction f appartenant à lp. La suite fn converge vers f en moyenne d'ordre p. np de fn tend vers np de f. Et si p est égal à 1, alors l'intégrale de fn tend vers l'intégrale de f. Démonstration, comme elle est de Cauchy, il existe n1 tel que ij supérieur ou égal à n1 implique np de fi moins fi est inférieur à 1,5. En prenant j égale n1, ça nous fait np fi de fi moins fn1 qui est inférieur à 1,5, quel que soit i supérieur ou égal à n1. Et puis je peux faire ça à l'ordre 2, en remplaçant 1,5 par 1 sur 2 au carré. Il existe un rang à partir duquel, alors ce rang je peux le choisir supérieur à n1, donc n2 supérieur à n1, tel que j supérieur ou égal à n2 implique ça, et en prenant j égale n2, je vais avoir i supérieur ou égal à n2 qui implique ça. De plus, comme n2 est supérieur ou égal à 1, on a np de fn2 moins fn1 qui est inférieur à 1,5, etc. Donc on va construire de proche en proche une suite fn1, fn2 jusqu'à fnk, vérifiant np de f
ni plus 1 moins fni est inférieur à 1 sur 2 puissance i, j'appelle ça petit 1, quel que soit i allant de 1 à k-1. Et pour j supérieur ou égal à nk, np de fj moins fnk inférieur à 1 sur 2 puissance k, j'appelle ça 2. Bon, bah, dans ce cas-là, j'applique encore la règle de Cauchy à l'ordre 2, 1, enfin, pour 1 sur 2 à la puissance k plus 1, il existe un rang, je choisis supérieur à nk, tel que pour ij supérieur ou égal à nk plus 1, on est ça. Et donc, si je remplace j par i par nk plus 1, ben j'obtiens np de fj moins f nk plus 1 qui est inférieur à 1 sur 2 k plus 1, 2 puissance k plus 1 pour tout j supérieur ou égal à n plus 1, et puis comme n plus 1 est supérieur à nk, j'ai ça. D'accord, je remplace ici par nk plus 1. Et donc je vois que j'obtiens 1 et 2, mais à l'ordre k plus 1, et donc par récurrence, j'ai défini une suite qui vérifie bien ça. Soit g égale la somme de 1 à l'infini des valeurs absolues de fnk plus 1 moins fnk, c'est-à-dire le sub pour j, de la somme de k égale 1 à j des valeurs absolues de fnk plus 1 moins fnj. Alors toute cette somme, je l'appelle gj, elle est mesurable parce que les fnk sont mesurables, et puis que la valeur absolue conserve la mesurabilité, donc elle est mesurable. Donc là, les gj, c'est une somme positive croissante, donc la limite est mesurable, même si c'était pas croissant d'ailleurs. Gj croissant et converge vers g positif, donc gjp croissant converge vers g puissance p, et là, c'est important d'être croissant, la somme de gp va être égale au sup de la somme des gjp. Alors ça, c'est le sup des np de gj à la puissance p, bien sûr. Donc, ça me fait sup des np de, et je remplace gj par tout ça, et je mets le np à la puissance p. Voilà. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à somme à sup sur j. Et puis là, j'applique l'inégalité triangulaire, c'est la somme des np de ça, d'accord, que je mets à la puissance p. Et comme chacun d'eux est inférieur à 1 sur 2 puissance k, j'obtiens ce truc-là. Alors ça se calcule, hein, la somme de 0 à plus l'infini, ça fait 2. Comme il n'y a pas le premier terme, ça fait plus qu'un. À la puissance p, ça fait 1, donc c'est inférieur à plus l'infini, ce qui veut dire que la somme de g à la puissance p des mu est inférieure à plus l'infini, et donc que gp de x est inférieur à plus l'infini presque partout, et donc que g de x est inférieur à plus l'infini presque partout. Et donc la somme de ça est inférieure à plus l'infini presque partout, ce qui veut dire que la série, cette série-là, alors on est dans R, donc la convergence absolue implique la convergence, donc ça c'est convergent presque partout. Et quand on fait, donc ça veut dire que cette suite-là converge presque partout, et quand on fait ce calcul-là, on trouve évidemment fnj, il reste que le dernier et le premier terme, hein. D'accord? Donc cette suite-là converge presque partout. Bon, ça c'est une constante, ça ne compte pas. Donc ça veut dire que ça converge presque partout. Donc il existe n, une partie n de E, telle que, donc n négligeable, telle que si x appartient à E moins n, fnj de x converge. D'accord? Donc soit f défini de E vers R, défini par x donne 0 sur n, et puis si x n'appartient pas à n, ben, ça donne la limite. Donc si, en fait, si je considère fnj étoile égale fnj multiplié par la fonction caractéristique de E moins n, alors donc ça c'est mesurable, parce que n, partie négligeable, est mesurable, donc E moins n aussi est mesurable. Hein. Donc ça c'est mesurable. Pour x appartenant à E moins n, ben, fnj étoile de x égale à ça, et sinon c'est égal à 0. D'accord ? Donc la limite, ça va être la fonction f, hein. C'est-à-dire que pour x appartient à n, ça tend vers 0, et quand x n'appartient pas à n, ça tend vers la limite de nj. Donc je vois bien que je trouve f. Et comme fnj étoile est mesurable, eh bien elle converge vers f, et bien f est donc mesurable. Et alors c'est terminé pour la première partie. C'est-à-dire que il me reste où elle converge mu pp vers f qui est mesurable. Voilà où j'en suis. Il me reste à démontrer que f appartient à lp et puis le reste.
continue la démonstration, la suite Fn de Cauchy dans LP avec la sous-suite qui converge presque partout vers F mesurable et on va démontrer que F appartient à LP. F est égal à ça, d'accord, pour X appartenant à E moins N où N est négligeable. Et valeur absolue de F de X est donc inférieure ou égale à ça, hein, c'est l'inégalité triangulaire sur E moins N. Et ça nous fait exactement G de X plus valeur absolue de Fn1 de X. Donc pour G étoile égale G fois fonction caractéristique de E moins N, qui est mesurable, donc on obtient une fonction mesurable, comme tout à l'heure. Hein. Valeur absolue de F de X est inférieure ou égale à G de X, parce que sur E moins N, G étoile est égal à G, donc je peux remplacer, plus ça. Et valeur absolue de F de X est inférieure ou égale à G étoile de X, plus valeur absolue de Fn1 de X, presque partout. Donc NP de F va être inférieur ou égal à NP de ça plus, à NP de tout ça, voilà, qui est inférieur ou égal à NP de ça. Alors NP de G étoile, lui, il est inférieur ou égal à NP de G qui est inférieur ou égal à 1, donc c'est inférieur à 1 plus NP de Fn1 qui est donc inférieur à plus l'infini, donc F appartient à LP. Pour K, un entier naturel non nul, valeur absolue de F de X moins Fnk de X, c'est valeur absolue de F de X moins, alors ce Fnk de X, je peux l'écrire comme ça. Je vous laisse vérifier qu'il reste que le terme Fnk, c'est facile. On a déjà fait ça tout à l'heure. Et donc, comme F de X, c'est égal à cette somme-là plus Fn1, ça supprime le Fn1, et puis la somme, au lieu d'aller de 1 à plus l'infini, elle va de K à plus l'infini. Voilà, donc on obtient ça. D'accord. Et donc NP de F moins Fnk à la puissance P, hein, va être égal à cette intégrale, va être inférieur ou égal à l'intégrale de ça, c'est-à-dire du sup de ça quand n tend vers l'infini. Et donc ça va être le sup, et là il manque une intégrale, il manque l'intégrale à la puissance P. Sup de l'intégrale de ce truc-là à la puissance P. Voilà. Donc NP de F moins Fnk à la puissance P est inférieur ou égal à sup. Alors l'intégrale de ce truc-là à la puissance P, bah, c'est NP de la somme, bien sûr. Hein. Et NP de la somme, ça va être inférieur ou égal, oui alors, NP de la somme, donc ça fait ça. Alors si je prends ensuite à la puissance 1 sur P, il va me rester NP, et ici ça le supprime. D'accord? Et puis je vais dire que NP de la somme, c'est inférieur ou égal à la somme de NP. Et donc j'obtiens cette inégalité. Donc je vais un petit peu vite, mais c'est pas dur. Hein. C'est chiant, mais c'est pas dur. Alors ça, c'est inférieur ou égal à des 1 sur 2 à la puissance J. Et donc ça fait sup sur N. Bon, je mets le 1 sur 2 à la puissance K en facteur, puis ensuite je calcule, je vous laisse vérifier, et donc ça nous fait ça. D'accord? Et donc, ça va être... le sup, bah, oui, je peux dire qu'il est inférieur ou égal tout simplement à... Voilà, je n'ai pas besoin de dire ça, pas besoin de dire que oui, c'est inférieur ou égal à ça, et ça tend vers 0 quand K tend vers plus l'infini. Donc NP de F moins Fnk tend vers 0 quand K tend vers plus l'infini. Donc Fnk converge vers F en moyenne d'ordre P. Hein. Donc, donc la suite Fn va converger vers F en moyenne d'ordre P. Et à partir de là, et une propriété qu'on a déjà vue, on peut dire qu'on a tout ça. Alors pourquoi est-ce que quand la sous-suite converge en moyenne d'ordre P, la suite fait pareil? Bah, on a envie de dire que c'est vrai pour les espaces complets. Hein, quand on a une sous-suite, quand on a une suite de Cauchy, une sous-suite convergente, bah, on a la suite qui converge. Mais là, on n'est pas dans un espace complet, mais la démonstration va être la même. Si Fn est une suite de Cauchy dans LP et qu'on a une sous-suite Fnk qui converge vers F dans LP, en moyenne d'ordre P, alors Fn converge vers F en moyenne d'ordre P. Démontrons-le. Pour epsilon positif, on peut trouver n et n', tel que, alors ça c'est pour la suite de Cauchy, et ça c'est pour la sous-suite convergente.
Alors après, ben, je prends n supérieur ou égal à n1 qui est le sub de nn', et je prends k supérieur ou égal à n1. Et je m'intéresse à np de fn moins f, que j'écris np de fn moins fnk plus fnk moins f, et qui est inférieur ou égal à np de fn moins fnk plus np de fnk moins f. Et comme k est supérieur ou égal à n1, et bien nk est supérieur ou égal à k est supérieur ou égal à n1, donc supérieur ou égal à n. Et donc j'ai np de fn moins fnk qui est inférieur à epsilon sur 2, puisque n et nk sont tous les deux supérieurs ou égal à n. Donc, et puis pour l'autre, ben j'ai np de fnk moins f qui est inférieur à epsilon sur 2, car le k est supérieur ou égal à n'. Donc en fait, ça va être inférieur à epsilon. np de fn moins f est inférieur à epsilon dès que n est supérieur ou égal à n1. Et donc ça veut bien dire que la suite fn converge vers f en moyenne d'ordre p, c'est gagné. Remarque, on vient de voir que si fn est de Cauchy dans LPNP, alors elle converge dans LPNP. Bon, on va dire que l'espace LP, qui n'est pas un espace normé, mais un espace semi-normé, on dira quand même qu'il est complet. Théorème. Si E mu est mesuré, P est supérieur ou égal à 1, et qu'Fn est une suite de LP qui converge en moyenne d'ordre P vers F, alors il existe une sous-suite Fnk de Fn qui converge vers F presque partout. Démonstration, Fn converge dans LPNP, donc elle est de Cauchy dans LPNP. Alors là aussi, comme on a affaire à une semi-norme, je vais le redémontrer, mais c'est la même démonstration. Quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que i supérieur ou égal à n implique que np de fi moins f est inférieur à epsilon sur 2. Donc si je prends ij supérieur ou égal à n, j'ai ça et ça. Et donc np de fi moins fj, que je peux écrire np de fi moins f plus f moins fj, est inférieur ou égal à np de fi moins f plus np de fj moins f qui est inférieur à epsilon. Donc je vois qu'elle est de Cauchy. Donc d'après la propriété précédente, on en extrait une sous-suite fnk qui converge presque partout vers g, appartenant à LP, on sait que Fn converge vers G dans LP. Donc Fn converge vers F et vers G dans LP. Donc si je prends epsilon positif, il existe n et n'. N convergent vers F tel que n supérieur ou égal à n implique np de Fn moins F inférieur à epsilon sur 2. Et pour n supérieur ou égal à n', on a np de Fn moins G inférieur à epsilon sur 2. Donc on a np de f moins g que je peux écrire comme ça, d'accord, et que je vais dire, alors là je vais choisir n supérieur ou égal à sub de nn', bien sûr, hein. Et donc ça va être inférieur ou égal à np de fn moins f plus np de fn moins g, donc epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon, quel que soit epsilon positif, donc np de f moins g va donc être égal à 0, puisque c'est quel que soit epsilon positif que np de f moins g est inférieur à epsilon. Donc il est égal à 0, et donc f moins g de x est égal à 0 presque partout, donc g de x est égal à f de x presque partout, hein, c'est-à-dire que f de x égale g de x sur e privé d'un ensemble négligeable, mais la limite de fn de x est égale à g de x presque partout, donc la limite est égale à g de x sur e privé, je ne me trompe pas, hein, vers f et vers g, c'est ça. Donc, oui, parce que fnk, on a un extrait une suite qui tend vers g. Hein. Donc, la limite sur e privé de n', n' étant négligeable, hein, puisque c'est une limite presque partout. Et donc, si je prends x appartenant à e privé de n union n', je vais avoir à la fois ça et ça. Donc, je vais avoir ça. Hein. Et comme n union n' est mesurable, hein, puisque c'est l'union de deux ensembles mesurables, et que la mesure de n union n' est inférieure ou égale à mu de n plus mu de n' égale 0 plus 0 égale 0 la tête à toto, j'en déduis que n union n' est négligeable, et donc comme j'ai ça sur e privé de n union n', je vais dire que fn de x, fnk de x tend vers f de x
presque partout, et c'est donc gagné. Par contre, on n'a pas nécessairement Fn de x qui converge vers f de x presque partout. Attention, la convergence en moyenne d'ordre P n'applique pas la convergence presque partout. Exemple avec R, B lambda lambda. Je prends Fn pour n appartenant à une étoile qui est égal à 1 sur ce segment-là avec Qn le plus grand entier tel que Qn facteur de Qn plus 1 sur 2 est inférieur à n et Rn égale n moins Qn plus 1 sur 2 qui appartient à n étoile comme je vais le voir ici. Alors pour n égale 1 ça me donne ça. Alors, bon, le plus grand entier qui convient ici c'est Qn égale 0 et puis c'est Rn qui va être égal à 1 puis pour n égale 2 pour n égale 2 on voit que ça va être Qn est égal à 2 et puis Rn est égal je ne sais plus à quoi, peut-être à 1 et puis etc. on fait pour les deux autres. Alors pourquoi est-ce qu'il existe ce Qn et puis ce Rn? Il existe parce que si on prend cet ensemble des Q appartenant à n tel que Q plus 1 sur 2 est inférieur à n et contient 0, il est majoré par n parce que n plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à n vu que n est supérieur ou égal à 1. Voilà. Par ailleurs, si je prends Qn plus 1 sur 2, comme il y en a un des deux qui est pair, ça c'est un entier supérieur à 0. Donc on va bien obtenir n moins Qn plus 1 sur 2 qui va être supérieur ou égal à 1. D'accord? Et donc c'est un entier, Rn. Et par ailleurs, n moins Qn plus 1 sur 2 donc est inférieur ou égal à Qn plus 1. Pourquoi? Parce que n, si j'envoie de l'autre côté, est inférieur ou égal à Qn plus 1, Qn plus 2 sur 2 par définition de Qn, parce que comme c'est le plus grand entier qui convient pour avoir ça, si je prends Qn plus 1, Qn plus 2 sur 2, ça va être supérieur ou égal à n. Voilà. On a donc évidemment Fn qui appartient à Lp, c'est pas Qn, c'est Fn qui appartient à Lp, quel que soit P supérieur ou égal à 1, vu que cet ensemble est mesurable, et n est inférieur ou égal à Qn plus 1, Qn plus 2 sur 2, on l'a dit, qui est inférieur à Qn plus 2 au carré sur 2, donc Qn en fait va être supérieur à la racine de 2n moins 2, donc Np de Fn moins 0. C'est, il faut mesurer cet ensemble, 1 à la puissance p ça fait 1, donc c'est la mesure de cet ensemble à la puissance 1 sur p, et donc ça fait 1 sur Qn plus 1 à la puissance 1 sur p, et le Qn plus 1 il est supérieur à la racine de 2n moins 1, donc ça va être inférieur à ça pour n supérieur ou égal à 1, bien sûr, on est sûr d'avoir un truc strictement positif ici. Or ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc Fn converge vers 0 en moyenne d'ordre P. La suite Fn converge vers 0 en moyenne d'ordre P. Soit x maintenant appartenant à l'ensemble 0, 1, grand N appartenant à une étoile, comme la limite de Q plus 1 sur 2 quand Q tend vers l'infini est égal à plus l'infini, il existe Q appartenant à une étoile tel que Q plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à n. On considère cette réunion qui évidemment est égale à 0,1. Donc pour x appartenant à 0,1, il y a un petit r tel que x appartient à ça. Soit n égale q plus 1 sur 2 plus r. À ce moment-là, je vois que q plus 1 sur 2 est inférieur à n. Si je prends x appartenant à n et x supérieur à q, donc x supérieur ou égal à q plus 1, donc ça me fait x plus 1 sur 2 supérieur ou égal à q plus 1, q plus 2 sur 2, que je peux écrire comme ça, qui va être supérieur ou égal à n moins r plus q plus 1. Or, ça va être supérieur ou égal à n, donc Qn est bien égal à q. D'accord, je prends plus grand que q, ça ne marche pas. Donc ici, Qn c'est égal à q, et donc le Rn qui par définition est égal à n moins Qn plus 1 sur 2, ça va faire n moins q plus 1 sur 2, eh bien ça va correspondre à r. Et donc ma fonction Fn va être 1 sur Rn moins 1, c'est r moins 1 sur Qn plus 1, q plus 1, r sur q plus 1. Et donc Fn de x va être égal à 1. Donc ça veut dire que quel que soit n appartenant à une étoile, il existe petit n
supérieur à n, tel que fn de x est égal à 1. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, fn de x ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, si fn de x tendait vers 0 presque partout, il existerait n négligeable appartenant à b lambda, donc de mesure nulle, hein, lambda de n égale 0, tel que cet ensemble-là serait inclus dans n. Mais dans cet ensemble-là, il y a 0, 1, ça voudrait dire que 0, 1 serait inclus dans n. Or, la mesure de 0, 1, c'est égal à 1, donc elle ne peut pas être inclue dans un ensemble de mesures nulles. Voilà, d'où le résultat, j'obtiens donc que Fn ne tend pas vers 0, et donc j'ai bien une suite qui converge en moyenne d'ordre P vers 0, mais qui ne converge pas presque partout vers 0. Théorème, EB mu est un espace mesuré, P un réel supérieur ou égal à 1, Fn une suite de Cauchy de LP, NP, et cette suite converge presque partout vers f qui est une fonction mesurable. Alors, f appartient à LP, la suite Fn converge vers f en moyenne d'ordre P, NP de Fn tend vers NP de f quand n tend vers plus l'infini, et si P égale 1, intégrale de Fn tend vers intégrale de f quand n tend vers plus l'infini. Démonstration, Fn de Cauchy, donc il existe, on l'a démontré ça, hein, une sous-suite Fnk et une fonction g appartenant à LP telle que Fnk tend vers g de x presque partout quand k tend vers plus l'infini. Mais Fn de x tend vers f de x quand n tend vers plus l'infini presque partout. Donc Fn de x tend vers, donc Fnk de x tend vers f de x presque partout. Et donc, puisque Fnk de x tend vers g de x et f de x presque partout, f de x est égal à g de x presque partout. Il suffit de dire que ça c'est vrai pour x appartenant à E moins un espace négligeable n, et que ça c'est vrai sur E privé d'un espace n' négligeable. Et donc ça, je vais avoir cette égalité sur E privé de n union n' qui est négligeable. On a déjà fait ce genre de raisonnement. Donc on a bien ça. Et donc f moins g de x est égal à 0 presque partout, donc np de f moins g est égal à 0, f est mesurable, g appartient à np, et f de x égale g de x presque partout, donc f appartient à lp. De plus, np de fn moins g tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, np de fn moins g c'est np de fn moins g plus g moins f de fn moins f, pardon. Donc, une égalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à ça plus ça. Ça vaut 0, et ça tend vers 0. Donc ça va tendre vers 0 aussi. NP de Fn moins F tend vers 0. Et donc, Fn converge vers F en moyenne d'ordre P. Et donc, ça, on a un théorème, on a déjà vu qu'on avait alors ce résultat. Remarquons que la convergence presque partout n'implique pas la convergence en moyenne d'ordre P. Prenons comme exemple dans R, BR lambda, mesure de Lebesgue sur R. La fonction Fn qui est égale à n fois la fonction caractéristique sur 0, 1 sur n. Donc ça, c'est un borélien, donc ça c'est mesurable, donc Fn est mesurable. Son intégrale est égale à n fois la mesure de ça, donc n fois 1 sur n, donc 1, qui est inférieur à plus l'infini, donc Fn appartient à Lp. Si x est positif, il existe un n tel que 1 sur n est inférieur à x, et donc pour n supérieur ou égal à n, je vais avoir 1 sur n, 1 sur petit n qui sera inférieur à x, et donc ça vaudra 0 en x, donc Fn de x sera égal à 0, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est vrai encore si x est inférieur à 0, puisque là, ça vaudra toujours 0, Fn de x, ça tend vers 0. Donc Fn de x tend vers 0 quand x est différent de 0, donc il tend vers 0 presque partout. Mais np de Fn moins 0 est égal à np de Fn, et np de Fn, c'est quoi? Ben, ça, quand je le mets à la puissance p, ça fait n puissance p, ça reste 1. Donc ça fait np mesure de ça, alors évidemment à la puissance 1 sur p après. Donc ça fait n puissance p fois 1 sur n à la puissance 1 sur p. Donc ça fait n à la puissance p moins 1 sur p, c'est-à-dire n à la puissance 1 moins 1 sur p. Alors ça, c'est supérieur ou égal à 1. Bon, c'est facile à voir, hein, parce que 1 sur p, c'est
c'est comme P est supérieur ou égal à 1, ça va être n à la puissance de quelque chose qui est positif. D'accord? Et donc ça sera supérieur ou égal à 1 ce résultat. Forcément, puisque c'est de la forme, si vous voulez, c'est de la forme n à la puissance lambda positif. Donc à la limite, on peut dire lambda ln. Si je prends le gars, ça fait ça en fait ça fait ça. D'accord? Et ça, c'est toujours, comme ça c'est positif, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc Fn ne converge pas vers 0 en moyenne d'ordre P, puisque ça tend pas vers 0. Théorème de Lévy ou théorème de la convergence monotone. B mu est un espace mesuré. P un réel supérieur ou égal à 1. Fn une suite monotone de LP tel que Fn converge vers F presque partout, F qui est mesurable, avec sup dnp de Fn qui est inférieur à plus l'infini si P supérieur ou égal à 1 ou sup de ça qui est inférieur à plus l'infini si P égale 1. Alors, dans le premier cas, F appartient à LP, Fn converge vers F en moyenne d'ordre P, NP de Fn tend vers NP de F. Et dans le deuxième cas, on va voir la même chose, F appartient à N1, Fn converge vers F en moyenne d'ordre 1, N1 de Fn tend vers N1 de F, mais on aura somme de Fn des mu qui tend vers somme de F des mu. Démonstration, P supérieur ou égal à 1, sup de NP de Fn est inférieur à plus l'infini, supposons que les Fn, qu'on sait qu'ils sont, c'est une suite monotone, supposons qu'elle est croissante, alors on pose Gn égale Fn moins F1, qui est donc positif. Et ainsi on obtient, donc alors évidemment Gn appartient à Lp, puisque Fn et F1 appartiennent à Lp. C'est donc comme Fn est croissante, Gn est croissante, c'est une suite, ah oui, alors Gn est croissante, et puis de ça, puisqu'elle est positive, on obtient facilement donc que Np de Gn est inférieur ou égal à Np de Gn plus 1. Bon, sup de Np de Fn est inférieur à plus l'infini, donc il existera positif, tel que Np de Fn est inférieur ou égal à quel que soit n appartenant à n. Np de Fn, Np de Gn. Np de Gn, c'est, puisque Gn est égal à ça, c'est inférieur ou égal à Np de Fn plus Np de F1, c'est-à-dire inférieur ou égal à A plus Np de F1. Donc la suite Np de Gn est croissante, elle est croissante parce que Gn est une suite croissante positive, donc Np de Gn est une suite croissante majorée, donc convergente, donc la somme des Gn à la puissance P des mu est égale à la somme des valeurs absolues, puisqu'elle est positive, peu importe qu'on en mette, à la puissance P des mu. Et donc on voit qu'elle est de Cauchy. Elle est de Cauchy, puisqu'elle est convergente, et donc quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à m supérieur ou égal à grand N, implique que l'on a ça. D'accord? Et là, je choisis epsilon à la puissance p. Donc ça va faire que, puisque ça c'est plus grand que ça, on peut enlever les valeurs absolues, donc ça donne ça, puisque la suite est croissante. Gn de x, quel que soit x appartenant à E, est égal à Gm de x plus Gn de x moins Gm de x. Donc Gn de x à la puissance p va être plus grand que ça à la puissance p plus ça à la puissance p, parce que les deux sont positifs. Si bien qu'on en déduit que Gn moins Gm à la puissance p est inférieur ou égal à Gn à la puissance p moins Gm puissance p. Donc la somme de ça va être inférieure ou égale à la somme de ça moins la somme de ça, qui est inférieure ou égale à epsilon à la puissance p. Donc Np, il faut prendre ça à la puissance 1 sur p, ça va me donner que Np de Gn moins Gm va être inférieur ou égal à ça à la puissance 1 sur p, c'est-à-dire epsilon. Mais Gn moins Gm est égal à Fn moins Fm, donc quel que soit epsilon positif, on a démontré qu'il existe n tel que n
supérieur ou égal à m supérieur ou égal à grand N implique que NP de Fn moins Fn est inférieur ou égal à epsilon, ce qui veut dire que la suite Fn est Cauchy dans LP de NP, mais comme elle converge, comme elle est Fn, la suite Fn converge presque partout vers f qui est mesurable, alors on sait que Fn converge en moyenne d'ordre P vers f appartenant à LP, et qu'on a aussi NP de Fn qui tend vers NP de f. Voilà. Voilà dans ce cas-là. Alors maintenant, oui, je rajouterai quand même que si la suite Fn est décroissante, alors on s'intéresse à moins Fn qui est croissante et on applique tout ce qu'on vient de trouver pour moins Fn. Alors en plus, on a moins Fn qui tend presque partout vers moins f, donc moins f qui est mesurable. Donc on applique après un sub de n. On remarque que sub de np de moins Fn, c'est sub de np de Fn, puisque np de moins Fn, c'est np de Fn. C'est donc inférieur à plus l'infini, donc moins f va appartenir à LP. Moins Fn converge vers moins f dans LP, NP, donc Fn aussi. Et NP de Fn qui est égal à NP de moins Fn tend vers NP de moins f qui est égal à NP de f. Bon, donc ça marche. Maintenant, si on suppose ça, donc on est dans le cas de égal 1, NP est égal à 1, et on a ça. Et Fn est croissante, ben, l'intégrale des Fn des mu va être croissante dans R, et bornée, donc convergente, dans de Cauchy. Donc quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à m supérieur ou égal à grand N implique que valeur absolue de ça est inférieure à epsilon. D'accord? Mais bon, les valeurs absolues servent à rien puisque la suite est croissante. Et donc j'obtiens ça. Ce qui implique que ça. Parce que vous mettre des valeurs absolues ou pas, c'est pareil. Donc la suite Fn est de Cauchy dans L1 et on a déjà démontré qu'à ce moment-là, comme Fn tend vers F presque partout, on a déjà démontré qu'alors Fn converge vers F appartenant à L1 dans L1 N1 et qu'on a 3 et qu'on a 4. Ça, on l'a déjà démontré ça. Et évidemment, si je suppose que la suite est décroissante au lieu d'être croissante, ben je refais la même chose que j'ai fait ici dans ce cas-là, et c'est exactement pareil, et je trouve le même résultat, c'est-à-dire que je vais trouver que je vais trouver ça, d'accord, je vais trouver ça, et puis je vais trouver que somme de Fn tend vers somme de f, parce que j'aurai somme de moins Fn qui tend vers somme de moins f. EBmu est un espace mesuré, on pose E1 de EBmu égale l'intersection de E, ensemble espace vectoriel des fonctions étagées, avec l'espace vectoriel des fonctions intégrables, donc c'est un espace vectoriel. Et si somme des BI, un BI est une représentation disjointe de F, donc appartenant à E, c'est-à-dire qu'on prend une fonction étagée avec sa représentation disjointe. Donc la représentation disjointe, ça veut dire que chaque BI appartient à B. F appartient à E1, ça équivaut à dire que F appartient à L1, c'est-à-dire que cette intégrale-là doit être inférieure à plus l'infini. Si x appartient à E, on remarque que x n'appartient pas à l'union des BI, et si soit x appartient pas à l'union des BI, soit x appartient à l'union des BI. Si x n'appartient pas à l'union des BI, alors f de x est égal à 0, valeur absolue de f de x aussi, valeur absolue de f de x à la puissance p aussi. P est un réel supérieur ou égal à 1. Si x appartient à l'union des BI, alors il appartient à un seul BI sur lequel f de x est égal à BI, valeur absolue de f de x égale valeur absolue de BI, et valeur absolue de f de x à la puissance p égale valeur absolue de BI à la puissance p. Donc valeur absolue de f est égale à valeur absolue de somme des BI, un BI, qui va donc être égale, d'après ce que je viens de voir là, c'est exactement égal à ça. C'est pas nouveau, on l'avait déjà vu, que la représentation disjointe de valeur absolue de f, c'était ça. Celle de valeur absolue de f à la puissance p, alors f à la puissance p c'est ça, eh bien ça va être ça. Ça va être ça, puisqu'on vient de voir que valeur absolue de f à la puissance p est égale à 0 quand on n'est pas là, quand on est là, et puis qu'elle est égale à ça quand on est. Donc, dire que f appartient à 1, ça équivaut à dire que
somme de ça est inférieure à plus l'infini, ce qui revient à dire ça. Et donc ça revient à dire que chaque mu I est inférieur, mu de BI, pardon, est inférieur à plus l'infini. Donc f appartient à E1, si et seulement si, somme de 1 des BI à la puissance P, mu de BI est inférieur à plus l'infini, puisque comme ils sont tous inférieurs à plus l'infini, ça c'est exactement équivalent à ça. D'accord ? Donc P appartient à R et P supérieur ou égal à 1. Hein, voilà. Donc ça équivaut à dire que intégrale, hein, parce que c'est exactement ça, intégrale de somme des valeurs absolues de BI à la puissance P 1 BI des mu est inférieure à plus l'infini. Autrement dit, parce que c'est la même chose, que intégrale de f à la puissance P des mu est inférieure à plus l'infini, c'est-à-dire que f appartient à LP. On a donc E1 qui est inclus dans LP, quel que soit P appartenant à R supérieur ou égal à 1, et E inter LP qui est égal à E inter L1 et qui est égal à 1. Théorème, si f appartient à LP, alors il existe une suite de E1 qui converge vers f en moyenne d'ordre P dans LP NP. Démonstration, il existe une suite Gn de E qui croissant, alors des fonctions positives, hein, croissantes, qui convergent vers f+, bon, simplement. Alors ça, on sait que f+, il est mesurable, et puis on sait que f+, c'est le sub de f est de 0, comme f appartient à LP, il appartient à LP. Gn est entre 0 et f+, NP de Gn est inférieur ou égal à NP de f+, inférieur ou égal à NP de f, inférieur à plus l'infini, hein, parce que on a ça, tout simplement. Et donc Gn appartient à LP, et Gn appartient donc à E inter LP, qui est égal à E inter L1, qui est égal à 1. Sub des NP de Gn est inférieur ou égal à NP de f, qui est inférieur à plus l'infini. Donc je peux appliquer le théorème de Lévy, puisque j'ai des fonctions Gn qui appartiennent à LP, qui sont croissantes positives, et qui vérifient ça, et qui tendent vers une fonction f+, qui appartient aussi à LP. Donc je peux appliquer le théorème de Lévy, qui me dit que la suite Gn converge en moyenne d'ordre P vers f+. De même, il existera, on fait le même raisonnement, hein, une suite Hn de fonctions positives, une suite croissante de 1 qui converge en moyenne d'ordre P vers f-. Et donc on va se retrouver, si je prends Fn égale Gn moins Hn, alors comme Gn et Hn appartiennent à E1, ben, Gn moins Hn aussi, puisque c'est un espace vectoriel, donc c'est une suite de fonctions de 1. Et Np de Fn moins f, j'écris que Fn moins f, ben, Fn c'est Gn moins Hn, hein. Voilà. Alors, bon, comme c'est... Oui, en fait, Fn, c'est Gn moins Hn. Oui, c'est ça. Gn moins Hn, moins, eh ben, f plus moins f moins, et donc ça me fait ça. Et puis, donc, j'utilise l'inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à np de Gn moins f plus fp de Hn moins f moins. Les deux tendent vers 0. Donc ça tend vers 0. Et donc, la suite Fn converge en moyenne d'ordre P vers la fonction.